J'espère qu'on pourra diffuser les slides parce qu'on est victime de notre succès. On a fait de l'overbooking et donc vous avez des inscrits qui sont dans le foyer et qui malheureusement n'ont pas pu avoir accès à l'ensemble des slides. Donc on demandera aux intervenants tout à l'heure l'autorisation de les diffuser à nos membres inscrits aujourd'hui. Oui, je dis membres parce qu'on finit par être un petit club de gens intéressés par ces questions. Un peu reconstitution de ligue dissoute, on finit par avoir ces habitudes de rencontres, et c'est tout à fait le cas avec François Volpoët, que je remercie d'être là, qui est le directeur général de Chain Analysis, qui nous apprend à décrypter les cryptos. Alors, très rapidement, vous dire que nous légiférons dans cette matière en la connaissant relativement mal. Et je pense qu'on a besoin d'une acculturation précisément dans cette maison aussi en ce qui concerne le travail sur les cryptoactifs, puisque en dehors des directives européennes, on a un certain nombre de textes, notamment fiscaux, et puis évidemment de la politique pénale, sur un sujet qu'on ne maîtrise pas très bien. Or, je crois que 30% ou 25% des Français ont déjà un portefeuille en crypto. 100% des affaires de criminalité organisée comportent en tout ou partie des actifs numériques, et que donc ce sujet est d'une importance capitale, d'abord pour sa compréhension et ensuite pour sa maîtrise. Alors, c'est pourquoi j'ai demandé à François Volpoët, qui nous a beaucoup éclairé pendant notre commission d'enquête, de venir nous livrer ses réflexions et peut-être sa meilleure compréhension sur ce sujet. Je vous donne la parole. Merci, Madame la sénatrice, pour l'invitation, et merci à tous d'être aujourd'hui présents. On va essayer de passer, je vais essayer de vous donner un petit peu de vision sur ce qu'est réellement la crypto et sur ce qu'est décrypter la crypto d'un point de vue, je vais essayer de faire ça le moins technique possible, donc n'hésitez pas. Hop, si ça veut bien. Ça devrait marcher. Si. Bon. Donc c'est important déjà de comprendre ce que c'est la crypto-monnaie, parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on parlait d'expérimentation. Aujourd'hui, ce sont des milliards de transactions au niveau des banques, des entreprises, et au niveau, on peut le dire aussi, même des États. Et donc juste pour vous donner un chiffre, le montant ou le volume de transactions global l'année dernière en crypto-monnaie, toutes crypto-monnaies confondues, c'est 72 trilliards de dollars. Donc c'est quand même important de le souligner. Ce qui en fait, au demeurant, une brique de base du système financier. Et quand on parle d'éléments aussi centrales, eh bien finalement, on vient sur des sujets qui deviennent stratégiques, politiques et quelquefois géopolitiques. À l'échelle de la France, juste pour vous donner aussi ce que ça représente à l'échelle de la France, en termes de volume, la France, c'est le 5e pays en Europe en termes d'échanges crypto-monnaies. Un équivalent de 180 milliards de dollars. Et sur l'ensemble, vous vous souvenez de mes 72 trilliards de dollars, à l'heure où on se parle, le volume d'activité illicite, ou dire le montant rapporté d'activité illicite sur les crypto-monnaies, équivaut à peu près à 51 milliards de dollars. On peut se dire que c'est énorme. Et c'est énorme, c'est toujours trop grand. Mais ça représente environ 0,14%, entre 0,14 et 0,20% du volume global. Ce qui reste, quand on le met au rapport du blanchiment dont on a parlé tout à l'heure et dont on parlera aussi après, mais quand on met ça au regard du blanchiment qui est pratiqué avec les monnaies fiduciaires ou l'argent traditionnel, quand on parle de blanchiment en monnaie fiduciaire, on parle de 2 à 5% du PIB mondial, soit entre 2000 et 2500 milliards de dollars par rapport à 51 milliards de dollars en crypto-monnaie. Donc c'est toujours trop grand, mais il faut mettre ça aussi au rapport de ce montant. Et quand je parlais tout à l'heure d'augmentation ou de nouveaux acteurs illicites dans les crypto-monnaies, il faut savoir que, à l'instar de toute révolution ou de toute évolution technologique, si on reprend, comme j'ai pour habitude de dire, les premiers utilisateurs du téléphone portable, ce ne sont pas nous, ce sont les trafiquants, après les militaires, eh bien globalement, dans les crypto-monnaies, les premiers utilisateurs du bien fondé,
puisque le portable, j'estime que c'est un bien fondé, mais les premiers utilisateurs du bien fondé ou du sous-jacent technologique positif à la crypto-monnaie sont aussi des acteurs illicites. Et juste un dernier chiffre pour vous donner un petit peu, j'allais dire, plus de précision sur l'activité en crypto-monnaie. Aujourd'hui, 63% de ces 51 milliards transitent au travers de stablecoins. Qu'est-ce que c'est un stablecoin? C'est juste une crypto-monnaie, une monnaie numérique. Ne vous compliquez pas avec des choses extrêmement technologiques. La crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Point à la ligne. Point à la ligne. Et dans ces monnaies crypto, j'allais dire ces monnaies numériques, on a le Bitcoin et on a aussi des stablecoins. Et aujourd'hui, le stablecoin, c'est une monnaie qui est adossée, pour des questions de maîtrise de la volatilité, adossée à une monnaie fiduciaire traditionnelle. Donc on a des stablecoins en euros, on a des stablecoins en dollars. Donc un stablecoin, genre vous avez un producteur français qui s'appelle Société Générale Forge, qui a un stablecoin euro-CV. Donc c'est le stablecoin qui a sa contrepartie en euros. Donc 63% du volume illicite passe par du stablecoin. Donc maintenant on va se dire, qu'est-ce que c'est l'analyse blockchain? Eh ben, c'est quelque chose de très simple. Et je vais prendre un exemple extrêmement parlant, j'espère pour tout le monde. Donc je vais le résumer. Vous êtes Alice et je suis Bob. Alice, aujourd'hui, veut m'envoyer de l'argent. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur son application bancaire, elle demande à sa banque, elle ne me fait jamais un virement direct, il n'y a pas de virement direct existant. Elle fait une demande de virement à sa banque va regarder son compte, elle va initier un virement, donc la deuxième étape, elle va utiliser un système technologique, donc la troisième étape, le SWIFT ou n'importe quel système financier traditionnel bien connu, et elle va envoyer de l'argent à Bob, qui a un compte en banque, lui, peu importe, Crédit Agricole, Société Générale. Et c'est le compte en banque de Alice, non pas Alice directement, mais le compte en banque d'Alice, donc la banque, qui envoie de l'argent à la banque de Bob. Et la banque de Bob met à jour, bien sûr, le solde de compte de Bob. Ça, c'est ce qu'on appelle le système bancaire centralisé. Tout est géré par la banque, auditable par la banque et par les régulateurs, normalement. Dans le monde de la crypto-monnaie, juste pour vous redonner un petit peu de saveur, c'est un petit peu différent. Là, on n'a plus Alice, mais Alice, elle a un numéro de portefeuille. Et dans la blockchain, le sous-jacent technologique à ces monnaies numériques, eh bien Alice, elle est représentée par un numéro de portefeuille. Nulle part, où très peu de gens, ou personne ne connaît Alice. On connaît juste le BC1Q, son numéro de portefeuille. Et Alice, elle veut toujours envoyer de l'argent à Bob. Mais pareil, dans la blockchain, on ne connaît pas Bob. On connaît par contre, ou Alice connaît, le numéro de portefeuille de Bob, qui est le 183 DG, etc., que vous avez vu là. Donc Alice, elle a un portefeuille crypto. C'est comme son compte en banque qu'elle opère toute seule, la plupart du temps. Et à partir de son compte en banque, comme elle connaît le numéro de portefeuille de Bob, eh ben elle envoie directement une transaction, un transfert, un virement à Bob. Et à partir du moment où elle a le solde nécessaire et indispensable pour faire le virement au portefeuille de Bob, eh bien la blockchain, intrinsèquement, c'est son système de fonctionnement, les acteurs de la blockchain, qui peuvent être moi, vous tous, n'importe qui, si tous les participants à la blockchain vont, en tout cas certains profils, vont valider que Alice, elle avait bien le solde, qu'elle correspond ou qu'elle passe bien toutes les étapes relatives à cet échange sur la blockchain, ils vont la valider. Cette transaction va être inscrite dans un bloc qui, lui, est immuable. On ne peut pas le changer, où il faudrait que tous les valideurs de toutes les blockchains, de tout, etc., reviennent en arrière. Et une fois qu'ils ont validé ce bloc, eh bien, automatiquement, le portefeuille de Bob, le 183, etc., se voit crédité du montant envoyé par Alice. J'espère que c'est clair. Eh bien, ça, c'est ce qu'on appelle une blockchain publique décentralisée. Un portefeuille A envoie à un portefeuille B des sommes sans intervention externe à la technologie intrinsèque sur laquelle repose cette monnaie numérique. Donc la blockchain, c'est extrêmement simple. C'est pas anonyme. C'est le plus gros ennemi, d'ailleurs, moi je dirais que c'est quasiment le plus gros ennemi des acteurs illicites. Encore faut-il qu'on puisse l'exploiter, parce que la blockchain, elle est transparente. Fin du nid des reçus. Fin du nid des reçus. Merci.
Donc la blockchain, non, elle n'est pas anonyme. On dit qu'elle est pseudonyme. Et pseudonyme, ça veut dire quoi? Que chaque transaction sur la blockchain, elle est transparente. On connaît le portefeuille émetteur et on connaît le portefeuille récepteur. Vous vous souvenez, mes petits numéros. On ne sait pas qui Alice, on ne sait pas qui Bob. Hein. Mais c'est ce qu'on connaît. Donc c'est ce que j'appelle le pseudonyme. On connaît l'émetteur et le récepteur par son numéro de portefeuille. Et chaque transaction, j'ai bien dit chaque transaction, est traçable. C'est-à-dire que comme la blockchain, je parle de blockchain publique, tout est inscrit, vous vous souvenez, dans mon registre. Si on veut que la transaction soit validée, il faut qu'elle s'inscrive dans le registre. Eh bien ça, c'est un registre qui est complètement auditable par tout un chacun. N'importe qui dans cette salle pourrait regarder toutes les transactions qui se sont déroulées sur la blockchain. Mais à partir, qu'est-ce qu'on fait d'un numéro de portefeuille qui envoie un autre numéro de portefeuille? Strictement rien. Strictement rien. C'est ça le pseudonymat. On sait tout ce qui s'est passé, on connaît les volumes, on connaît la date, etc. Mais on ne sait pas l'utiliser. Et tout ça, finalement, c'est là où Chainalysis, c'est ce que l'on fait nous, hein, mais c'est suivre l'argent, c'est comment on rend plus simple le suivi de l'argent, le suivi des transactions financières sur la blockchain. Pas toutes les transactions de tout un chacun, mais des transactions des acteurs illicites. Donc finalement, on va essayer de savoir de quelle entité s'agit-il. Mon numéro de portefeuille, à quelle entité du monde réel correspond-il? Quel chemin il a pris pour le paiement? Parce qu'on va se dire qu'aujourd'hui, un paiement qui viendrait de Russie, qui serait passé par la Syrie, etc., ou n'importe où, ça pourrait être aussi problématique, etc., etc. Et donc, finalement, rendre la blockchain plus lisible, c'est ce que fait Chainalysis, ça va être vous vous souvenez de ma petite adresse? Cette adresse, on va essayer déjà de l'identifier et de la rattacher à une entité du monde réel, quelqu'un qui contrôle l'adresse, pas une personne physique, une entité. Donc ça, c'est ma deuxième étape, c'est le labellage ou le labelling, tout dépend, vous l'appelez comme vous voulez, de l'adresse. Dire que cette adresse, elle est opérée par la Maui Exchange, qui pourrait être Binance, qui pourrait être n'importe qui, hein, n'importe quel acteur sur la planète, ou n'importe quel acteur illicite. Et le troisième point, on va essayer de trouver toutes les adresses qui sont contrôlées par cet acteur. Parce que l'intérêt, ou j'allais dire, et je vais essayer de faire très, très court, mais on peut créer un portefeuille crypto en 1 seconde. Donc imaginez que les acteurs du monde illicite, ils sont aussi, au moins aussi intelligents que ce que je viens de dire. Donc ils vont avoir des milliers de portefeuilles de manière à perdre nos alliés des forces de l'ordre ou du renseignement dans l'analyse de ce qu'ils font. Et donc c'est trouver aussi de rattacher tous les portefeuilles qui sont contrôlés par une seule et même entité. Donc j'en finirai par essayer de vous donner un cas concret qui va être très simple. Je vais juste vous expliquer finalement un cas qui est simple, qu'on connaît, ou une personne, qui est une personne sous sanction de l'OFAC, donc cet organisme américain qui a sanctionné, et qu'on connaît sous le petit nom de Yali Chanda. Et Yali Chanda, c'est quoi? Globalement, l'industrie, ou j'allais dire, le crime dans la crypto-monnaie en tout cas, est devenu une industrie, et une industrie à l'échelle mondiale. On parle de crime as a service, etc. Et il est apparu ces derniers temps des usines à crime, des hébergeurs, alors pourquoi on les appelle bulletproof? Parce que ce qu'ils vendent eux, le prix, des frais qu'on va payer en passant par eux, c'est chaque activité qui passerait par eux est une activité intraçable. Souvent, ils sont localisés dans des pays hors contrôle ou des pays sous sanction. On en a beaucoup en Russie, et là notamment c'est en Russie. Et donc ce Yoshalinda, son objectif, c'était de proposer des infrastructures qui permettent d'utiliser des ransomware, du phishing, de l'hameçonnage, de l'hameçonnage, du rançongiciel, mettre des logiciels malveillants, as a service, donc des ransomware as a service, et le tout en permettant à ses utilisateurs, donc on vient consommer chez lui des services illicites, et on va lancer des campagnes partout dans le monde, et on peut les payer en crypto-monnaie. Globalement, le rôle de Chainalysis dans ce cadre-là, ça a été déjà de trouver Yali Chanda. Et Yali Chanda, pardon. Et Yali Chanda, il était facilement trouvable. Pourquoi? Parce qu'il a été sanctionné par les États-Unis, l'OFAC. Donc l'OFAC, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ce
cette personne-là, avec ce numéro de portefeuille crypto-là qu'on connaît, le 1 que vous voyez au milieu, donc j'ai pas de petite... je ne pense pas que je puisse vous le montrer, mais le 1 que vous voyez au milieu, c'est cette personne-là, c'est Yali Chanda. Avec un numéro de portefeuille, qu'est-ce qu'on a été capable de savoir? On a été capable de savoir avec son numéro de portefeuille, par des techniques, des holistiques spécifiques qu'on met au service, bien sûr, des forces de l'ordre et de tous les utilisateurs de Chainalysis, on a été capable de voir que, à gauche, ce que vous voyez, le 2, des groupes de ransomware en pagaille, ça c'est un schéma qui est fait automatiquement grâce à nos solutions, qu'un groupe ou un nombre non négligeable d'acteurs du ransomware, du rançongiciel, étaient déjà clients de Yali Chanda. Quand on dit client, ça veut dire que toutes les flèches qui partent de gauche de 2 vers 1, c'est des transactions. Alors, on a supprimé les montants, etc., bien sûr, pour des raisons de confidentialité. C'est des transactions qui allaient vers le portefeuille que nous avons identifié comme étant le portefeuille de Yali Chanda. Mais ce qui est dingue dans le crime organisé, c'est qu'un criminel, il ne fait pas que du ransomware. Il ne fait pas que du ransomware. Et on va voir aussi que d'autres acteurs, côté 3, qui ne sont pas que des acteurs du rançongiciel, d'autres acteurs du côté 3 sont soit récepteurs, soit émetteur de transactions via Yali Chanda. Ça nous dit quoi? Yali Chanda, il ne fait pas que dans l'infrastructure de ransomware. Il fait aussi dans le malware, dans le scam, dans le darknet. On achète de la drogue, on achète des armes, on achète ce qu'on veut. Dans le darknet. Le crime organisé, des données. On peut en parler encore aujourd'hui. Je laisserai bien sûr en parler après, mais le vol de données, c'est là où on l'achète. Et donc, on se rend compte qu'avec un seul numéro de portefeuille, on a été capable, revenons-y, à gauche, d'identifier les réseaux de ransomware utilisateurs de Yali Chanda, et à droite, tous ceux qui n'ont rien à voir avec le ransomware, mais qui envoient quand même ou reçoivent l'argent de Yali Chanda. On se dit, waouh, ça c'est quand même incroyable. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On regarde aussi tout en bas, maintenant, si on parle du 5, en bas, ce sont tous les réseaux, ou j'allais dire les banques crypto dans des États sous sanction, qui ont des relations avec Yali Chanda. Donc on a Garantex, on a Cryptex, des gens que vous pourriez trouver en Syrie, en Russie, des acteurs en Syrie, qui ont aussi des liens avec cette personne-là. Mais ce qui est plus important pour les forces de l'ordre, alors après, c'est une opération qui a été menée avec succès, puisque cette personne est arrêtée, c'est le 4, en haut. Ce qui est important, souvenez-vous, on est parti du 1, son numéro de portefeuille, on arrive à voir aussi tous les endroits par lesquels il essaie de sortir sa crypto en monnaie fiduciaire. Et c'est là où c'est important d'avoir une réglementation. C'est là où c'est important d'avoir des lois. C'est là où c'est important d'avoir des forces de l'ordre qui sont opératives et efficientes. C'est de pouvoir aller saisir l'argent. Bien sûr, je laisserai le général, s'il souhaite, bien sûr, évoquer le sujet. Mais cette capacité à aller saisir ou demander à avoir une commission dans des banques crypto qui évoluent dans des environnements régulés, et il y en a beaucoup dans le monde, et à partir du moment où une transaction, bien qu'elle vienne de Yali Chanda, bien qu'elle soit passée par la Russie, bien qu'elle ait transité par la Syrie, et bien qu'elle ait fait tout ça, d'identifier toutes les transactions qui sont illicites, et à un moment donné, si on a les moyens, les bonnes informations, et les bonnes commissions, et le bon pays avec la bonne réglementation, de pouvoir bloquer une transaction. J'ai été un peu long, je suis désolé, Madame la sénatrice. J'espère vous avoir donné un petit peu de vision sur la crypto-monnaie. Et merci à vous de m'avoir écouté. Voilà. Non, merci beaucoup pour ces explications, parce que je trouve que on n'est jamais assez clair. Nous, on a eu évidemment beaucoup de questions lors de notre commission d'enquête. Parce qu'évidemment, notre connaissance du sujet est quand même assez résiduelle. En tous les cas, elle est insuffisante. Et puis, on a pu, grâce à vous, finalement, tordre le cou à des idées reçues. Je pense que tous les gens qui sont en train de kidnapper des professionnels des cryptos devraient savoir qu'un jour ou l'autre, on les retrouvera. Voilà, donc je pense que c'est aussi très très important de diffuser ces informations. Je vais laisser peut-être à Quentin Mogg de... écoutez, je vous en prie.
Bien, Madame la sénatrice. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour l'organisation et votre invitation et l'organisation de ce colloque sur les nouveaux moyens de lutte contre la criminalité que vous avez intitulé « Pour que le crime ne paie plus ». Je suis très heureux d'être entouré de François Volpouette et de Quentin, vieux camarade. Vous avez des experts ici. Moi, je vais aborder les choses de manière peu technique, mais surtout, je vais essayer de contextualiser les choses. Parce que la table qui nous réunit a pour objet les cryptoactifs, avec ambition d'aborder tout ce que vous voulez savoir sur les cryptoactifs, ce qui est un sujet ô combien large, mais aussi ô combien important dans le cadre de la criminalité contemporaine. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les blockchains et les cryptoactifs sont devenus autant des objets structurants du blanchiment que des symboles de richesse et de convoitise qui condensent plusieurs fantasmes dans l'imaginaire criminel. Dans cet imaginaire criminel, les cryptoactifs sont en effet considérés comme des outils d'invisibilité, des espaces de liberté soi-disant hors du contrôle des États, des vecteurs d'enrichissement sans contrainte et des symboles de modernité criminelle d'une certaine manière. Aujourd'hui, la cryptocriminalité ne se limite plus à des escroqueries ciblées ou isolées, pardon. Elle se repose désormais sur des modèles économiques, vous allez le voir, qui sont très structurés, qui combinent outils techniques, ingénierie sociale et circuits financiers spécialisés. Alors, je vais prendre deux exemples dans mon propos pour illustrer cette évolution. Tout d'abord, le phénomène des crypto-rapts, dont on vient de faire allusion et qui se développe malheureusement beaucoup dans notre pays. Et ensuite, le phénomène des crypto-escroqueries via les drainers, et j'évoquerai les phénomènes. Les crypto-rapts, tout d'abord, quelques mots. Aujourd'hui, nous assistons en fait à une mutation profonde de la criminalité, sous l'effet notamment de la montée en puissance des outils cyber et numériques, qui sont mis à disposition des criminels. L'essor des crypto-rapts illustre parfaitement cette évolution d'une criminalité hybride entre cybercriminalité et criminalité physique. Des données sont volées, elles sont exploitées, croisées. Des individus, ensuite, détenteurs de cryptoactifs sont identifiés grâce aux données qui ont été volées, puis localisés, séquestrés et malheureusement souvent brutalisés pour faciliter l'extorsion. Nous sommes donc face à une criminalité structurée et extrêmement violente qui est facilitée par la capacité qu'offrent les cryptoactifs à transférer rapidement des fonds en limitant les risques d'interception, d'une part, mais aussi par les fuites de données qui, une fois agrégées, constituent de véritables bases de renseignements hyper puissantes. Moi, je les appelle comme ça, parce qu'en fait, c'est la réalité. Des bases de renseignements hyper puissantes à disposition des criminels qui permettent de cibler n'importe quelle victime. Cette évolution caractérise ce que j'appelle la cybérisation en cours de la criminalité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cette cybérisation de la criminalité organisée, mais elle s'accélère sous nos yeux. Et les cryptos, dans ce phénomène, sont l'emblème de cette cybérisation et les fuites de données, le carburant. Alors, au-delà de ces formes spectaculaires que sont les crypto-rapts, la crypto-criminalité s'inscrit aussi dans des modèles économiques organisés. Un exemple emblématique est celui des crypto-escroqueries que je vais aborder à présent via les drainers qui se sont imposés comme des maillons centraux de la criminalité liée aux crypto-actifs. Qu'est-ce que c'est que des drainers ? Proposés majoritairement sous forme de services criminels, on parle de drainer as a service, ces outils permettent de vider automatiquement les portefeuilles des victimes, les wallets, via des smart contracts frauduleux, c'est-à-dire des transactions de signature qui sont trompeuses via des interfaces web falsifiées. Alors, ce modèle repose sur une organisation fortement structurée, basée sur une forme de taylorisation et d'industrialisation de la crypto-criminalité. C'est comme, d'un côté, vous avez des logisticiens et ensuite des utilisateurs. Vous avez donc des développeurs qui conçoivent et maintiennent les outils techniques, qui sont ensuite vendus à des affiliés qui vont être chargés de diffuser les campagnes frauduleuses et d'attirer les victimes. Et puis, une fois que vous avez appâté ces victimes, que vous les avez volées, les revenus sont répartis automatiquement entre les différents acteurs. Voilà comment fonctionnent finalement les cyberescroqueries et plus encore celles visant les cryptoactifs. C'est un fonctionnement multitâche qui facilite donc l'entrée d'acteurs peu qualifiés,
techniquement et qui contribue à ce que j'appelle, moi, la massification des vols de cryptoactifs ou une forme de démocratisation. Les campagnes de draineurs reposent essentiellement sur des techniques d'ingénierie sociale qui facilitent les escroqueries et le vol par ruse des cryptoactifs, et les affiliés déploient, comme je l'ai dit, des interfaces web frauduleuses imitant des plateformes légitimes afin d'inciter les victimes à connecter leur portefeuille et à signer des transactions présentées comme anodines. En réalité, ces signatures accordent aux attaquants des droits étendus en permettant de siphonner les actifs, parfois de manière différée, ce qui rend la fraude difficilement détectable. Une fois la transaction validée, le vol s'exécute de manière quasi instantanée. Les fonds sont répartis automatiquement selon des règles prédéfinies avant d'être rapidement déplacés afin de compliquer leur traçabilité. Et cette automatisation réduit les interactions humaines, accélère les opérations et limite l'exposition des opérateurs au risque judiciaire, rendant de facto difficile, mais pas impossible, le traçage par les enquêteurs. Donc voilà un peu comment fonctionnent les deux phénomènes les plus emblématiques aujourd'hui, que sont les crypto-rapts et les crypto-escroqueries. Alors comment se protéger? Quels sont les bons réflexes? Alors ce que je vais vous dire, vous allez voir, ne va pas vous satisfaire. D'abord, réduire son risque, son exposition, la belle affaire. Deuxièmement, sécuriser ses accès, ce qui n'est pas plus simple. Ensuite, déjouer les escroqueries. Mais là, même les personnes les plus averties peuvent se faire escroquer et avoir. Restez vigilants. Tout cela n'est pas, je dirais, suffisant, ni même sérieux, si on se contentait de donner ce type de conseils. Dans ce contexte, la seule logique de prévention ne peut suffire à elle seule. Il est désormais donc nécessaire, Madame la sénatrice, d'adopter une stratégie globale, intégrant des actions visant la mise en place de freins aux transactions, la réversibilité de la transaction sous conditions, voire le gel de celle-ci, qui sont des leviers identifiés pour tuer ce modèle économique naissant et qui, de toute évidence, est prospère et ne va pas s'arrêter. Une fois que j'ai dit cela, il faut rappeler le rôle, comme a commencé à le faire François tout à l'heure, le rôle des cryptoactifs dans la délinquance financière, de manière plus globale. Les cryptos jouent en effet aujourd'hui un rôle croissant dans la délinquance, qui offre de nouvelles opportunités aux criminels, vous l'avez compris, pour blanchir de l'argent et financer leurs activités. Les cryptos ne s'échangent pas seulement en circuit fermé, ils peuvent être vendus, comme d'autres cryptoactifs ou comptes de la monnaie traditionnelle, être investis dans des secteurs à risque, le marché de l'art, l'immobilier, etc. S'ils sont volatiles par nature, certains cryptos jouent cependant un rôle stabilisateur, ça a été rappelé avec les stablecoins. Les cryptos, par ailleurs, sont mobiles, ils circulent sans intermédiaire et ne connaissent pas de frontières. Il est donc aisé de déplacer des montants d'un compte virtuel à un autre sans identification du donneur d'ordre. Les montants peuvent ainsi transiter vers des utilisateurs eux-mêmes anonymes, disséminés dans plusieurs pays, éventuellement dans des paradis fiscaux et judiciaires. Ils peuvent ainsi échapper ou tenter d'échapper à toute règle et à tout contrôle. Donc la monnaie virtuelle garantit la discrétion et une forme d'anonymat. C'est pour ça qu'elle est si convoitée et attractive pour un certain nombre de criminels. La création d'un portefeuille virtuel sur Internet est par ailleurs gratuite et anonyme. Le fait que les cryptos soient enregistrés sur la base d'un pseudo-anonymat d'une personne, contrairement aux comptes bancaires, accroît, je dirais, l'utilisation de ces cryptoactifs ou la tentation de les utiliser, et ce, dans des activités telles que le blanchiment ou encore le financement d'activités criminelles. De ce point de vue, les cryptoactifs offrent donc une opacité, une forme d'opacité, comme le secret bancaire pouvait l'offrir dans certains paradis fiscaux. Pour autant, il est possible de tracer les cryptoactifs, y compris via les mixeurs. Par contre, la question qui demeure compliquée, à mon sens, est celle de la coopération avec des États ou des plateformes non coopératives. Là est le cœur du sujet. À l'instar de ce que l'on connaît en coopération internationale classique, sur les comptes offshore ou la saisie des avoirs criminels à l'étranger. Plus facile à transporter et à stocker que la monnaie fiduciaire, les crypto-monnaies disposent de plusieurs arguments supplémentaires pour séduire le grand banditisme. D'abord, l'instantanéité des transactions. Et ensuite, le pseudo-anonymat, même si ce dernier est mis à mal par des plateformes d'échange et leur processus d'inscription qui est plutôt musclé avec les KYC qui nécessitent d'identifier précisément les détenteurs d'un compte. Mais là encore, les criminels ont plus d'une corde à leur arc. Ils utilisent des courtiers, ils utilisent des mules, des prête-noms. Ces agents de change 2.0, d'une certaine manière, interagissent avec des plateformes d'échange en leur nom. Pour faire simple, un malfaiteur
va envoyer une grosse somme en bitcoin, par exemple, à son placeur. Ce dernier va alors le transférer sur les plateformes avant de les échanger, soit contre une crypto-monnaie stable, souvent indexée sur le dollar, soit contre d'autres crypto-actifs garantissant un meilleur anonymat. Cette manipulation d'une quinzaine de minutes seulement permet ensuite de retirer cette somme virtuelle en monnaie réelle. Ce tour de passe-passe est utilisé par les criminels pour blanchir leur argent, qui est un procédé particulièrement apprécié aussi bien par les hackers opérant dans des rançongiciels, mais également dans les crypto-rapts, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi par certains cartels qui payent leurs petites mains ainsi. Alors pour éviter d'éveiller les soupçons, les transactions trop volumineuses les criminels peuvent aussi utiliser des mixeurs qui sont de véritables blanchisseurs, qui disposent d'une multitude de portefeuilles. Les malfaiteurs se font alors virer la somme en plusieurs fois sur différents porte-monnaies. En sortie, cette opération permet de perdre la trace entre l'acheteur et le vendeur et de rendre ou en tout cas de rendre difficile, plus exactement, l'identification de l'origine du paiement, sa destination, ainsi que le volume de transactions. Alors, dans ce contexte, comment procéder pour renforcer la sécurisation des détenteurs de cryptoactifs ? Un durcissement juridique imposé aux plateformes accessibles depuis le territoire des États membres de l'Union européenne pourrait être un levier efficace à notre sens. C'est l'objet, par exemple, des discussions que nous avons avec l'ESMA, qui est l'European Securities and Markets Authority, qui vise à porter les propositions partagées par les représentants de la filière crypto en France, par exemple la DAN, et les forces de sécurité intérieure. Pour comprendre, il faut évoquer les difficultés rencontrées par les services de police judiciaire que je représente, tant en matière de gel des cryptoactifs que dans le cadre de certaines réquisitions judiciaires adressées à ces prestataires de services de cryptoactifs, pour lesquels les informations obtenues sont parfois transmises avec des délais importants ou demeurent partielles. Dans le cadre des gels de cryptoactifs, les problématiques rencontrées sont les suivantes. D'abord, la technologie des blockchains, en permettant l'exécution quasi instantanée, comme je l'ai dit, des transactions sans contrôle centralisé, limite les possibilités de procéder à des gels effectifs par le biais des demandes d'entraide européennes et internationales, lesquelles impliquent des délais de traitement incompressibles. Ensuite, de manière complémentaire à cette première problématique, il apparaît qu'en pratique, certaines demandes de gel doivent être adressées au siège social mondial du prestataire d'actifs numériques, y compris lorsque celui-ci dispose d'une entité agréée au titre du dispositif MiCA et implantée au sein de l'Union européenne. C'est pour cela que nous militons pour inscrire dans la réglementation nationale et celle de l'Union européenne des obligations pour les plateformes accessibles depuis le territoire des États membres, et notamment d'inscrire dans la réglementation de l'Union européenne des obligations indispensables à l'obtention d'un agrément pour toute plateforme accessible depuis le territoire des États membres, afin de garantir l'exécution des demandes d'entraide effectives et des demandes de gel qui portent sur les clients lorsque ceux-ci résident sur le territoire de l'Union. En parallèle, il nous faut aussi installer un canal de communication d'urgence entre les forces de sécurité intérieure des pays membres et les prestataires de services de cryptoactifs, et ce, pour faciliter la mise en œuvre des mesures conservatoires. Alors je vous rassure, on n'attend pas la loi pour le faire, nous le faisons tous directement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je crois que vous n'avez pas tort. J'en suis convaincu. Et donc, il nous faut instaurer ces relations pour permettre, je dirais, de limiter les possibilités des adversaires de fragmenter et de diluer les produits de leur infraction. Car des difficultés sont souvent observées s'agissant de l'obtention par voie de réquisition judiciaire de l'ensemble des informations ciblées auprès de certains prestataires. Les informations obtenues étant parfois communiquées de manière partielle ou lacunaire, il nous faut imposer de procéder à des relances consécutives. Alors j'en termine, pardon pour ce propos un peu long, en rappelant quelques points conclusifs. Ce qu'il faut vraiment retenir sur les cryptoactifs, selon moi, c'est la part grandissante jouée par ce vecteur dans la délinquance financière et son rôle dans la transformation des pratiques criminelles. Les cryptoactifs ne sont pas simplement des outils criminels, mais des objets symboliques, je l'ai dit, qui structurent, qui incarnent une sorte de nouvel Eldorado et d'impunité. Pourtant, la crypto, ça a été dit par François et vous, Madame la sénatrice, n'est ni totalement anonyme, ni totalement intraçable. En clair, il faut dépasser une idée reçue. La crypto n'est pas une zone de non-droit.
Le véritable enjeu n'est pas l'absence de traces, mais le pseudo-anonymat et la dimension internationale des flux. En outre, la régulation a franchi un cap. Avec le règlement MiCA, l'Union européenne met en place un cadre harmonisé, exigeant, qui encadre les acteurs clés du secteur, notamment les prestataires de services sur cryptoactifs. En France, cette régulation s'appuie sur des autorités comme l'autorité des marchés financiers et l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Par ailleurs, la cryptocriminalité existe, mais elle évolue. On retrouve des usages classiques, blanchiment, escroquerie, rançongiciel, mais les criminels s'adaptent en permanence. Et paradoxalement, certaines blockchains deviennent moins attractives pour eux en raison des capacités de traçage, grâce aussi aux outils que nous employons. Car, et c'est un point fondamental, les capacités d'enquête ont considérablement progressé. Les outils d'analyse de la blockchain permettent aujourd'hui de reconstituer des chaînes de transactions complexes et d'identifier des acteurs, notamment au moment des conversions vers les systèmes financiers traditionnels. Ce qui nous amène au point clé. La lutte contre la cryptocriminalité se joue principalement aux interfaces, plateformes d'échange, services de conversion, prestataires régulés. C'est là que les obligations de connaissance client et de lutte contre le blanchiment sont déterminantes. Enfin, le véritable défi reste international. La régulation européenne est structurante, mais elle doit s'inscrire dans une coopération globale pour éviter les zones de contournement. En conclusion, les cryptoactifs ne sont ni un Far West incontrôlable, ni un espace totalement maîtrisé. L'enjeu est de construire un équilibre entre innovation technologique et sécurité en s'appuyant sur la régulation, la coopération et les capacités techniques d'enquête. Je vous remercie. Il faudra donc que le législateur aille mieux et plus vite. C'est un souhait que nous avons assez régulièrement pour des sujets divers, mais c'est vrai, et vous avez raison, que le législateur est toujours en retard et que le voleur court un peu plus vite, pardonnez-moi, que le gendarme, et qu'il faudrait que le législateur soit là. Pardon ? Non, c'est l'expression, cher ami, ne transformez pas ce que je dis. Mais croyez-moi, le législateur fait au mieux, mais il ne vous a pas échappé qu'on avait en ce moment un Parlement légèrement dysfonctionnel et que c'est quand même très, très difficile d'avancer sur des sujets qui ne sont pas des sujets de partage, malheureusement. La lutte contre la fraude, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, la lutte contre la criminalité organisée, la lutte contre la contrefaçon ne sont pas des sujets de grand partage. Il le devrait, parce que nos finances publiques sont quand même en tellement mauvais état que si vous ajoutez la fraude fiscale, la fraude sociale et les 50 milliards de criminalité organisée, je pense et de blanchiment, je pense qu'on aurait grand intérêt à avoir une cause nationale qui serait précisément la lutte contre la fraude et la lutte contre le blanchiment. Malheureusement, ça n'en prend pas le chemin. Alors, notre couteau suisse d'Europol va nous permettre d'illustrer, je pense, ce propos. Quentin Mock, j'ai vraiment le plaisir de vous redonner la parole. Merci, c'est très gentil. Une fois de plus n'est jamais une fois de trop. Merci de m'avoir demandé de rester à nouveau. Je vais pas, évidemment, c'est un sujet un peu intimidant, la crypto, parce que c'est à la fois technique, c'est un sujet complexe, on vient de le voir avec l'exposé d'Hervé, qui est vraiment à la pointe des préoccupations de beaucoup d'acteurs, banques, etc. Et là, je suis vraiment très content de pouvoir m'exprimer sur ce sujet brièvement et peut-être aussi échanger avec vous à ce sujet. Et en particulier, j'étais ravi de voir la synthèse entre vos deux présentations, en fait, avec d'un côté la présentation de Chainalysis qui nous explique que voilà, c'est 0,14% des transactions en crypto qui sont liées à des activités illicites pour un total d'un peu plus de 50 milliards. Effectivement, le volume estimé du blanchiment dans le monde, c'est vraiment très au doigt mouillé parce que c'est cette affaire de 2 à 5% du PIB. Ça remonte à 1998. Ça avait été dit un peu comme ça avec 1000 précautions. Mais enfin, c'est le chiffre admis. C'est un peu le consensus. Alors aujourd'hui, avec un PIB mondial de l'ordre de 110 trillions, c'est-à-dire que ça nous place quelque part entre 2 et 5 trillions, ce qui fait qu'effectivement, les 50 milliards qui sont évoqués régulièrement, d'ailleurs pas que par Chainalysis, par d'autres organismes, etc., bon, il y a des variations de quelques dixièmes de pourcent, donc on va arrondir au-dessus, on va faire l'arrondi. Ça veut dire que environ 1% des transactions, 1% pardon, du blanchiment serait lié à la crypto. Alors comment se fait-il
que dans un monde où, par ailleurs, et c'est vrai, les infractions, les escroqueries qui mettent en jeu de la crypto explosent, etc. Il y a une progression qui se chiffre en centaines de pourcents. C'est énorme. D'ailleurs, tout le monde le sait. Toutes vos banques vous mettent en garde sur les escroqueries, etc. Ça explose effectivement. Et pourtant, ça représente peu de choses en volume, mais beaucoup en dossier. Donc, ça engorge les services. Ça crée beaucoup de troubles à l'ordre public, beaucoup d'affaires, beaucoup de victimes. Mais on est quand même là dans un monde, si vous voulez, où 90% des billets de banque réagissent à la cocaïne, à l'héroïne et aux autres drogues, alors que 1% des transactions crypto sont liées à des activités criminelles. Est-ce que collectivement, on ne ressent pas une sorte de disproportion entre le traitement médiatique et politique de la crypto-monnaie et celle, par ailleurs, des opérations beaucoup plus classiques de blanchiment telles qu'on les connaît au travers de méthodes tout à fait classiques. Parce qu'il y a quand même un autre élément, parce que décidément, on parle en petits pourcentages. Je suis désolé d'être peut-être celui qui rappelle un fait désagréable, mais qui n'est pas un fait caché, qui est un fait qui est rapporté régulièrement par de nombreuses instances, dont Europol, mais pas que. C'est qu'en dépit d'une activité extrêmement intense, des démantèlements très nombreux, toujours plus nombreux, beaucoup plus de saisies, etc., on est quand même dans un environnement qui est globalement, pas spécialement en France, mais dans le monde, à peu près en général, le blanchiment d'argent et les saisies d'œuvres criminelles, c'est environ 1% du total des fameux 5 trillions dont on parlait à l'instant là. Et du coup, je pense qu'il faut se poser quand même la question de savoir, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser en fait avec la crypto. C'est pourquoi on change ? Pourquoi on change de méthode ? Je pense qu'il faut se mettre du côté un peu des voyous pour changer. La plupart n'ont pas des MBA quand même. Ce ne sont pas tous des génies du crime. Ce sont des gens qui vont essayer de chercher des choses qui sont simples, faciles, anonymes, effectivement, etc. Quel problème résout la crypto ? Est-ce que c'est plus anonyme ? On vient de voir que non. Est-ce que c'est moins cher ? Tout nous montre au quotidien dans les dossiers que pour un trafiquant de stupéfiants, déplacer son argent d'un pays à un autre, donc techniquement le blanchir en ce qui nous concerne, ça coûte 0%. Pourquoi ? Parce qu'il est considéré comme un fournisseur et pas comme un client, puisqu'il va fournir l'argent qui va ensuite être revendu. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de blanchiment en crypto ? Il y a énormément de blanchiment en crypto quand même. Mais est-ce qu'on blanchit avec la crypto ou est-ce qu'on blanchit de la crypto ? Parce que ce que nous montre à l'instant Général Pétry, c'est qu'en fait, une grosse partie des fonds, qui démontre brillamment, provient d'une quantité astronomique d'escroqueries, en fait. Donc il y a d'une part l'argent qui est captif de l'écosystème dans lequel il est né, et puis d'autre part, des gens dont on suppose, plutôt à tort qu'à raison, qu'ils ont vraiment très envie de passer d'un univers totalement opaque où personne ne peut les trouver avec des opérateurs qui ne soient inscrits dans aucune banque nulle part, vers un système pseudonyme et traçable. En fait, c'est l'inverse qui se produit. Il y a eu un dossier célèbre qui a été expliqué, raconté in extenso dans toutes sortes de grands médias, dont on peut donc parler, au moins survoler. C'est cette fameuse affaire Dark Bank, voilà, qui a été traitée par le CRGDF sous la supervision de Mme c'est intéressant parce qu'on voit bien là qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle donc des brokers, ces fameux courtiers, qui se trouvent à l'intersection de besoins qui sont en fait parfaitement opposés. Vous avez les trafiquants de drogue, tout ce qui est plus classique, qui eux aimeraient bien se débarrasser de leur cash, c'est-à-dire en fait le déplacer tout simplement. La demande de justification, messieurs, dames, est souvent quelque chose qui intervient très tardivement pour une fraction seulement de l'argent. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à rendre leur argent spécialement propre. Il y en a une bonne partie qui va retourner dans le trafic de toute façon, une partie qui va être dilapidée en corruption. Le blanchiment, en tant que justification, porte sur une fraction vraiment limitée des fonds. En revanche, la demande de transfert physique, elle, et donc de déplacement et de mise à l'abri, elle est au centre du problème. Dans le cas de Dark Bank, qu'est-ce qu'on a ? Un opérateur crypto qui va mettre en relation des scammers internationaux, russes, etc., qui gagnent beaucoup d'argent au travers de leurs escroqueries et qui va permettre de faire des échanges crypto contre cash. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent, tous ces escrocs ? Mais ils veulent en sortir de la blockchain. Ils ne veulent pas y rester. Ils veulent l'échanger contre du cash. Vous voyez ? Et donc, c'est intéressant. Et il y a toute cette idée aussi d'une forme de blanchiment par minoration de la gravité de l'infraction d'origine. C'est un peu ce que font les gens, si vous voulez, qui achètent des petits commerces.
C'est-à-dire, ils achètent des petits commerces, donc on en parle beaucoup, le blanchiment de petits commerces, et puis finalement, en fait, ils mettent pas 1 euro dans le tiroir caisse, rien n'est blanchi. Mais par contre, quand ils se feront choper, si on trouve de l'argent liquide, ils diront c'était l'argent dans le petit commerce que j'ai pas déclaré. Ouais, donc c'est beaucoup mieux parce que vous vous faites attraper pour blanchiment de fraude fiscale. C'est vraiment mieux que blanchiment que de trafic de stupes. Voilà, donc on est dans cet environnement-là. En tout cas, voilà, ce sont des observations qui ne sont pas des observations de spécialistes crypto, mais qui dérivent des nombreux dossiers qu'on voit. Et qui, à mon avis, sont intéressantes. Et ça présente tout un tas d'intérêts techniques qui ont été détaillés par Gérard à l'instant et qui sont effectivement quelque chose qui prend une ampleur considérable, notamment la crypto non pas comme outil de blanchiment, mais comme collatéral à des transactions qui, par ailleurs, sont en cash. Toujours pour ces questions de confiance. Pourquoi ? Parce que dans la crypto, il y a aussi des trucs qui s'appellent les smart contracts. Alors, je ne voudrais pas rentrer trop dans les choses trop techniques, mais en fait, en gros, grâce à la crypto, là, présente un vrai avantage pour des transactions qui, par ailleurs, sont en cash. C'est-à-dire que personne ne se fait confiance. Vous voulez transférer c'est terrible ce monde où la confiance a disparu. Vous voulez transférer de l'argent à un individu, à un autre voyou. Il y a un intermédiaire qui est le broker. Ce que vous allez faire, c'est qu'on va consigner une somme équivalente à la somme qui doit être transférée sous forme de stablecoin, ces fameuses crypto stables. Donc c'est en fait ni plus ni moins que la contrepartie exacte d'1 dollar ou d'1 euro en crypto-monnaie. Une fois la transaction réalisée, ce collatéral va être libéré et rendu à son propriétaire. En fait, ça sécurise les transactions, si vous voulez, instantanément. Voilà. C'est le problème de la crypto, on devient vite un peu technique quand on commence à en parler, mais voilà. Ce qui est formidable, c'est que notre intervenant vient de nous décrire à 2 tables d'intervalle un système de confiance avec la Walla et un système qui ne l'est pas. Et donc, en fait, tout est absolument cohérent et tous les systèmes se cumulent et convergent vers ce blanchiment qui est un métier à part entière. Donc, c'est quand même très intéressant, d'autant que la Walla, d'après ce que vous nous avez dit et ce qu'on avait vu dans notre commission d'enquête, continue à être probablement le moyen le plus utilisé, non ? Ou je me trompe ? C'est le plus utilisé, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se désarmer non plus. C'est-à-dire qu'il est extrêmement important, parce qu'il y a quand même un vrai mouvement d'adoption. On le voit d'ailleurs au travers de ces fameux dossiers Sky en CoChat. Il y a plein de gens qui achètent effectivement des bitcoins, des gens extrêmement dangereux. Mais beaucoup d'entre eux le font parce qu'ils y croient, tout simplement. Donc, ce n'est pas dans un but spécialement de blanchiment. Mais par contre, l'adoption est en route, comme le soulignaient tous les intervenants. Il y a de plus en plus de gens qui ont un wallet. Je ne me rappelle plus la proportion d'Européens qui en ont un, mais c'est quand même important, ça augmente. Et en fait, il va y avoir nécessairement une pénétration de la crypto dans le milieu criminel pour la bonne et simple raison qu'il pénètre la société, point. Donc il y aura de plus en plus de gens. Là, pour l'instant, les gens qui en ont beaucoup sont victimes de rapt, etc. Mais voilà, après, tout un chacun va probablement utiliser de la crypto, peut-être même sans le savoir, dans le cadre d'interactions bancaires où ils sont en intermédiaire. Merci beaucoup, c'était très intéressant. J'apporterai un éclairage un petit peu différent. À partir du moment où pourquoi on parle des stablecoins, la crypto, etc., c'est vrai que ça peut paraître marginal, enfin marginal. Je ne sais pas si on peut dire encore marginal. Mais pour remettre un petit peu de perspective, quand des États commencent à utiliser pour l'évasion de sanctions un stablecoin, je peux parler du stablecoin russe qui s'appelle A7A5. Juste pour information, on n'est plus dans des petites transactions comme ça de personnes qui vont essayer de dissimuler ou quoi que ce soit. L'année dernière, les Russes ont fait transiter, alors qu'on sait tous que c'est un pays sous sanctions. Oui, mais c'est pas du blanchiment. L'évasion de sanctions, c'est pour ça que j'avais dit l'évasion de sanctions. L'évasion de sanctions, juste, c'est pour vous donner le profil d'usage. C'est 93 milliards de dollars juste sur un seul asset, une seule crypto-monnaie, un seul asset, un seul émetteur en tant qu'État sur le contournement de sanctions. Le deuxième point sur lequel je reviendrai, en quoi la crypto, elle est très bonne, et vous avez raison de le souligner, je ne l'ai peut-être pas assez souligné, c'est pour tout entrepreneur, pour toute personne, pouvoir envoyer un paiement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, à l'autre bout du monde, à une autre entreprise d'une manière instantanée. C'est un vrai bien fondé. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure, tout ce qui est bon technologiquement est utilisé par les
malfaiteurs, enfin les malfaiteurs ou les acteurs illicites. Mais le dernier point sur lequel je reviendrai, juste pour dire en quoi la crypto, c'est très bon et c'est aussi très dangereux, c'est que ça permet à n'importe qui, à une échelle qui était aujourd'hui non connue, d'avoir accès à une activité illicite. Aujourd'hui, acheter d'une manière pseudonyme un ransomware, n'importe qui en France, dans n'importe quel pays, avec très peu de compétences, à part celle de se connecter sur le darknet, toutes ces capacités, il a des capacités de grands brigands, de grands acteurs illicites d'un point de vue instantané. Et ça, c'est le mélange qui est dangereux. Et je reprends, et ce sera le dernier point, et qui est une action dans laquelle toutes les forces sont engagées. Si on regarde les usines, parce que maintenant on parle d'usines à crime, en Asie, dans lequel on parle de traite humaine, les gens qui vont vous scammer, ceux qui ont fait croire à cette personne tout à fait malheureuse, et il y a toujours des victimes derrière. Il y a toujours des victimes derrière. Mais croire qu'on est amoureux de Brad Pitt, ça va faire rire beaucoup de gens. Sauf que c'est une victime derrière, c'est quelqu'un qui est en position de faiblesse. Mais quand on met ça à l'échelle d'une usine où, en Asie, on a des bâtiments dans lesquels on a des esclaves, donc là on parle de traite humaine, qui sont avec des fermes de portables, qui sont capables d'interagir avec des milliers de personnes dans des centaines de langues à l'échelle internationale 24/24, il est là le problème. Et tout ça, ça se passe en crypto, parce qu'il n'y a personne n'est payé en cash maintenant. Et pour le dernier point, la crypto, elle peut devenir plus dangereuse à partir du moment où on effectue des paiements en crypto. Et le stablecoin, comme je vous le disais, c'est un bon moyen de limiter les coûts, de rendre les transferts vivants 24/24. C'est super. Mais ça veut dire que, potentiellement, plus on va utiliser la monnaie numérique pour faire des paiements, moins on aura besoin de faire de l'off-ramp et donc de la transformer en cash. Et vous avez 1000% raison. Aujourd'hui, les acteurs illicites, ils ont besoin de sortir la crypto à un moment donné du système pour pouvoir s'en servir. Et c'est le bon point d'entrée pour tout le monde. On l'a vu aussi avec l'Iran en ce moment. Vous avez les montants récents ? Bon, c'est une colle. Non, mais on est au cœur des dispositifs. On était à 51 milliards il n'y a pas longtemps. Et les coupures d'électricité à Téhéran, c'est pas seulement les bombardements, c'est aussi le minage. Non, clairement, et puis l'utilisation. Et on voit à la déclaration de guerre, on va dire aux premières frappes, quand on voit ce qui s'est passé, l'augmentation à l'échelle de l'Iran. Il faut toujours mettre ça dans une échelle et les personnes qui vont le faire, etc. Mais les augmentations de volume, c'est plusieurs dizaines de millions de dollars équivalent dollars en échange qui se sont passés moins de 8 heures, je crois, après la première frappe. C'est pas vraiment du blanchiment, mais en même temps, c'est du détournement de sanctions et c'est des usages auprès de proxy, dont le moins qu'on puisse dire, et qui sont non pas stables, mais déstabilisateurs de toute une région et au-delà. Mon général, vous aviez quelques commentaires à faire ? Non, pas des commentaires, peut-être des rajouts. Moi, ce que j'ai tenu à dire en début de propos, c'est que au-delà de l'aspect purement blanchiment de l'outil, des facilités qu'il semble représenter, on l'a dit, pas d'intermédiaire, pseudo-anonymat, pas de frontières, instantanéité. Moi, sur le point sur lequel je veux insister, c'est l'aspect un peu fantasmagorique autour de la crypto en tant que telle, qui touche au fantasme, un peu au cliché. On est dans un milieu criminel qui s'entoure un peu de beaucoup de superficialité, relayée par des influenceurs, etc. Donc c'est tout un imaginaire autour de cette crypto. Donc à la limite, je dirais, s'il n'y avait que la problématique du blanchiment, ok, ça serait grave, mais il y a pire dans le monde. Et ce qu'il y a pire, c'est quand ça permet, ou plutôt encourage à porter atteinte à l'intégrité des personnes. C'est exactement ce qu'on est en train de voir avec les crypto-rapts. Qu'est-ce qu'ils ont compris depuis l'affaire Ledger qu'on a traitée il y a 1 an ? Ils ont compris, la plupart, parce que ceux qui l'ont fait l'avaient déjà deviné, qu'on a réinventé le bas de laine sous le matelas. Et donc, ça veut dire qu'il y a des sommes d'argent directement dans vos domiciles, dans votre ordinateur. Donc, pour peu que j'arrive à vous cibler, à comprendre que vous avez des crypto-actifs, eh ben, je vais aller pénétrer chez vous, vous séquestrer, vous violenter, vous brutaliser, vous torturer. Parce que c'est ça ce qui se passe, pour aller vous extorquer. Et là, on change totalement de domaine, vous voyez. On n'est plus dans le simple blanchiment. On est face à un fantasme
qui attire énormément d'interlocuteurs, des commanditaires aux petites mains qui ne sont pas des intellectuels, mais qui sont prêts à tout pour aller s'enrichir, y compris en portant atteinte à l'intégrité, et j'espère pas, mais peut-être un jour, à la vie des personnes. Et c'est ça que je voulais rajouter autour de la problématique des cryptos. Très bien, je vous remercie beaucoup. Moi, je tenais beaucoup à avoir cette table qui est toujours très, très éclairante sur ce sujet qu'on maîtrise, comme je vous l'ai dit, pas toujours très bien, et sur laquelle il y a éventuellement, enfin, il y a toujours des évolutions. En tous les cas, je trouve que la piqûre de rappel que vous venez de nous donner et vos éclairages sont tout à fait importants. On a 5 ou 6 minutes pour des questions, si vous en avez. Monsieur Attias, je vous en prie. Vous êtes identifié. Hein. Oui. Ma petite question est simplement de dire qu'en théorie, on peut capter ces informations, donc il n'y a pas d'anonymat. En théorie aussi, sur les réseaux sociaux, on peut savoir qui met un message. Mais ça, c'est en théorie. En pratique, on n'a ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automaticité pour décoder, trouver qui est l'émetteur, quels sont les gens impliqués. Est-ce que vous ne pensez pas que le vrai problème qu'on a, c'est l'écart énorme qu'il y a entre les capacités théoriques d'investigation et la capacité réelle d'investigation? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de dimension? C'est-à-dire qu'on peut explorer 1 pour 1000, 1 pour 1 million du trafic, et que l'écart est tellement grand qu'on peut se dire, OK, en théorie, on peut être pris, mais en pratique, c'est pas possible. Vous savez, bon, moi, ce que je réponds là, c'est que entre la théorie et la pratique, c'est comme la flèche et la cuirasse. Il y a toujours un delta. Et nous, notre boulot, c'est de réduire cet écart. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est face à une nouvelle technologie. Si on n'y prend pas garde, on sera dépassé, et donc l'écart sera de plus en plus grand. Donc certes, ça représente qu'1% des activités crypto par rapport à l'ensemble des activités licites, mais on est dans une course de vitesse. Donc ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, comme je l'ai dit tout à l'heure, les cryptos, c'est que, comment j'ai dit ça? Je vais reprendre mes notes. Hein, c'est l'emblème d'un phénomène. Hein. Mais pour moi, le cœur du sujet, c'est les fuites de données, vous voyez, si on va par là. Parce que les fuites de données, ça permet, lorsqu'elles sont bien utilisées, encore une fois, de cibler les victimes. Quel intérêt d'avoir un outil comme les cryptos si je ne sais pas où aller chercher l'argent? Voilà. Et pour chercher l'argent, il faut que j'ai identifié. Alors certes, lorsqu'on est dans les crypto-escroqueries, par du phishing de masse, hein, c'est comme un chalut en haute mer, on attrape tout ce qu'on trouve. Mais dans les phénomènes qui nous préoccupent aujourd'hui le plus, ceux que j'ai évoqués, les crypto-rapts, voilà le sujet. Donc je ne réponds pas directement à votre question. Moi, je suis dans une approche plus globale. Il faut qu'on soit dans la course et entre théorie, c'est sûr, et réalité. On n'attrapera jamais tout le monde. Ça, c'est bien sûr une vue de l'esprit. Ouais, je vais juste compléter parce que je voudrais pas quitter cette salle en donnant l'impression que c'est qu'1%, c'était pas du tout le sens de mon propos. C'est simplement que c'est un assez mauvais vecteur de blanchiment. Mais effectivement, c'est la crypto et puis d'autres. C'est vraiment un sujet de préoccupation majeur et en pleine expansion. Donc, comment est-ce qu'on fait pour identifier tout ça? C'est aussi un sujet sur lequel, et d'ailleurs ce panel le représente bien, où les partenariats avec l'industrie sont en fait absolument essentiels. Il y a énormément d'initiatives en ce sens, mais pas juste pour faire joli, tiens, on va faire un partenariat public-privé, parce que c'est toujours à la mode de faire un PPP. Là, on parle de choses sérieuses, hein, avec vraiment une coopération où on essaie de s'alimenter les uns les autres avec des informations. Europol joue un rôle important là-dedans, d'ailleurs, puisqu'on est un centre de coordination pour l'échange d'informations. Ce qui répond partiellement à votre question. Une des manières de pouvoir améliorer l'identification, c'est cette mise en commun. Je prends un exemple qui n'est pas très loin. Actuellement, on a un gros problème dans toute l'Europe avec le recrutement de jeunes gens pour commettre des agressions violentes, des assassinats, etc., via des réseaux sociaux. Quelle réponse y apporte-t-on? Et on peut en parler parce que c'est vraiment une action sur laquelle on
a décidé de faire beaucoup de communication. Eh ben, on a convié à la table l'industrie, les gens de toutes les plateformes, réseaux sociaux, mais pas que, aussi les partenaires de la crypto, et notamment Chainalysis, les différents acteurs de la police, etc., pour identifier des gens qui, comme vous le soulignez, étaient par nature pas identifiables. Ce sont des gens qui, avec un système à nouveau pyramidal d'ailleurs, vont identifier des profils de jeunes gens assez vulnérables et les amener à commettre des assassinats. Mais on va identifier tout le monde quand même. Et on est rendu à 193 arrestations de commanditaires, hein, pas d'acteurs. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure dans le propos liminaire, le soutien que nous devons à nos forces de police, de gendarmerie et à tous nos agents qui travaillent sur ces sujets particulièrement pointus. Et je pense que leur rendre hommage, c'est tout à fait normal. Monsieur, et puis après, Monsieur Machudi. Bonjour, merci beaucoup pour votre présentation sur ces différents sujets. Je voudrais, pas très pratique, je voudrais poser une question et rebondir sur différents aspects, sur la réglementation MICA. Ma question est la suivante. Est-ce que vous observez depuis la mise en vigueur de cette réglementation en 2024 un transfert, une délocalisation des flux cybercriminels vers d'autres juridictions qui sont peut-être plus souples? Et est-ce que ces différentes juridictions, qu'on peut distinguer en deux types, sont plus clémentes, soit par opportunisme, donc le fait que l'Union européenne décide d'imposer une certaine norme pour stopper ces agissements criminels? Est-ce qu'ils le font uniquement par opportunisme ou est-ce qu'ils le font aussi par intérêt financier? Et je pense aux États-Unis qui, vous avez parlé de stablecoins, qui sont aujourd'hui plus adossés à 100% sur le dollar, mais qui permettent aujourd'hui de financer, avec un mécanisme de génie, la dette américaine, en baquant à quelques pourcents ces stablecoins maintenant sur des treasury bills, donc des financements de la dette américaine à court terme. Donc, est-ce que ces différents acteurs sont là uniquement par opportunisme ou est-ce qu'ils sont là aussi par intérêt financier dans le cas des États-Unis? Moi, j'ai cru que vous étiez de l'industrie quand même. Non, c'est... merci pour la question. Je pense que MICA, il n'y a rien de magique, il n'y aura jamais rien de magique, mais ça met un cadre. Et quand on est les forces de l'ordre ou la justice et qu'on doit requérir des acteurs de l'écosystème crypto qui n'ont pas de cadre réglementaire, autant vous dire que, voilà, je vais répondre aussi à Madame la sénatrice, à la question de tout à l'heure pour éclairer. L'Iran, c'est depuis le début de la guerre, c'est 7,8 milliards d'échanges sur des exchanges iraniens. Donc quand on parle d'exchanges iraniens, ce sont des exchanges non réglementés. Donc on ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas. Où c'est, voilà, enfin après le général ou Europol, et effectivement qui ont toutes les compétences, pourraient peut-être regarder plus. Non, mais on ne sait pas. Donc MICA, oui, c'est bien d'opérer dans un environnement réglementé parce que ça permet, quand on est victime d'une fraude, que ce soit d'un rap, d'avoir payé une rançon ou quoi que ce soit, d'avoir au moins la potentialité à un moment donné, dans un transit, si l'argent transite dans cet événement ou dans cet environnement réglementé, de pouvoir le saisir. Donc je pense que ça répond à une première question. Après, est-ce qu'on le fait, est-ce que les gens, j'allais dire, on est dans la finance, donc tout est intérêt financier, donc il serait malvenu et ce serait un mensonge de vous dire que non, il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Mais après, pas. Et juste pour finir sur ce qu'a dit tout à l'heure, on a de la chance quand même, et ça il faut le savoir, que nos forces de l'ordre, tant en France au niveau de la police et de la gendarmerie, tant à l'international au niveau d'Europol, avec des gens extrêmement compétents et où on voit de plus en plus, et c'est ce que nous permet la technologie, donc je vais aussi répondre un petit peu à monsieur aussi tout à l'heure, en même temps, c'est qu'on passe du mode réactif où avant on avait des entités qui étaient toujours en mode réactif, il y a eu quelque chose, on réagit, et à une vraie potentialité de proactivité. Et ça vient aussi au travers des partenariats, de la technologie, mais aussi des connaissances. Donc, il ne faut pas l'oublier. Machudi pour la dernière question. Merci. Très beau panel et un panel assez équilibré.
Et ça fait vraiment plaisir de voir. Et puis, je profite de vous dire que je voudrais quand même, Madame la sénatrice, je voudrais voir ce panel l'année prochaine. Lors de la grande rencontre, je prendrai attache avec vous pour qu'on puisse avoir encore ce panel en Afrique. Alors, on va faire une petite récréation, on va vous montrer la publicité. Charles, vous pouvez passer la petite vidéo, elle fait même pas 1 minute. Ça va nous faire 1 minute de récréation. Parce que c'est de ça dont vous voulez nous parler. Mais Oui, j'avais une mais question. vous avez raison. Vous avez raison. C'est une bonne maison, il y a du monde et ça va être une belle manifestation. Alors, voilà, c'est ça dont vous voulez nous parler. Et ben voilà, c'est fait. Oui, oui, il a aussi une question. Oui, Mais voilà. Il n'y a pas de son, Charles? Ouais. Voilà, ah, ça marchait. Bon, bah, de toute façon, vous savez tous lire, vous parlez la langue. Voilà. 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 Alors, votre question? Voilà. Donc, on parle d'infractions transfrontalières, mais en matière de crypto, on se rend même compte que c'est plus rapide. C'est vrai qu'en Europe, on a le règlement MiCA, mais comment ça se passe? Puisqu'on a des interactions, mon prédécesseur a brossé une partie de ma question. Comment ça se passe lorsque l'infraction va au-delà de l'Union européenne? Est-ce que il y a des mécanismes en place qui touchent les autres continents? Voilà. Donc, c'est un peu la suite logique de la précédente question. Merci. Ouais, là, on touche à la coopération internationale et aux accords interétatiques. Bon, il y a l'espace européen, hein, mais ça n'empêche pas d'avoir des accords bilatéraux avec tout un tas d'États. Ce qui est vrai en crypto l'est aussi dans d'autres domaines, les avoirs criminels, par exemple. Et c'est ce que je disais dans mon propos. Le cœur du sujet, finalement, c'est de passer des accords avec des pays qui sont, je dirais, conciliants, qui partagent les mêmes problématiques et qui veulent avancer. Là où il y a un problème, c'est lorsqu'on est avec des États non coopératifs. Et il y en a qui sont très proches de chez nous. Hein, il suffit de traverser la Méditerranée, pour ne citer qu'une zone géographique. Certains de ces États ne sont absolument pas coopératifs. D'autres au Moyen-Orient également. Hein, c'est pour ça qu'un certain nombre de délinquants et de criminels, d'ailleurs, y trouvent refuge. Donc, on passe par des vecteurs diplomatiques, tout simplement. Et puis, lorsqu'on arrive enfin à avancer, on facilite les choses. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Il faut que je clôture. Je suis désolée, on est vraiment tout à fait dans les... Parce que Philippe Aguillon va pas tarder et donc ça va un peu déstabiliser nos affaires. Vous remercier, vous dire, pour compléter ce que vous venez de dire, que je voulais, comme je le fais régulièrement, souligner le travail du garde des Sceaux, notamment à l'égard des Émirats, pour lequel les avancées sont totalement spectaculaires, à la fois en termes de saisie d'avoirs criminels, mais aussi d'extradition. Je crois qu'on est à 34 extraditions dans un pays où les accords ne fonctionnaient pas, où il n'y avait pas de saisie, où il n'y avait pas de coopération, et un travail régulier et constant à créer ce climat, aussi parce que le name and shame, ça fonctionne. Mais je le redis, même s'il ne m'a pas encore reçu avec Raphaël Daubé pour lui présenter notre excellent rapport sur la criminalité organisée, je lui ai dit en séance, et je le répète, le travail que fait le garde des Sceaux est tout à fait remarquable et les résultats sont à la hauteur de son investissement. Je vous remercie. On va passer...